Tu peux regarder, Sophie? Je vais demander. Bonjour à tout le monde. Bienvenue sur ce nouveau direct organisé par Miroir Social en partenariat avec les cabinets Orse Ethics et AXA, collective santé. Donc, merci à ces deux partenaires de porter cette rencontre. Merci à vous d'y participer. Alors, donc, pour éclairer le sujet de cette matinée qui est comment faire de la transition environnementale un enjeu partagé dans les entreprises, parce que on en parle beaucoup, hein, surtout à la faveur de la dernière COP. Des enjeux, de l'urgence climatique et des discours que ça accompagne. Pour autant, on peut noter quand même un certain décalage dans le monde de l'entreprise en partant du principe que le niveau d'appropriation et d'acculturation sur les enjeux, on va dire, il est très diversifié parmi les salariés, avec des niveaux de sensibilité très différents par rapport à la nature et à l'urgence des enjeux, et également par ailleurs des sensibilités différentes et aussi des niveaux de compréhension et d'analyse différents des directions qui parfois ont du mal à avoir une vision très claire de ce vers quoi ça les amène, cette transition écologique. Donc vraiment cette idée d'avoir une approche globale des enjeux et de voir comment on embarque un maximum de salariés avec toute la recherche de consensus que ça sous-entend, avec toutes les nuances que ça sous-entend, ça va vraiment être l'objet de ce matin. Alors qu'il y a quelques semaines, on avait fait un live sur les problématiques, un sujet qui est assez proche. On a fait le sujet des mobilités domicile-travail, excusez-moi. Là, on est vraiment sur des enjeux de transformation également environnementale, mais avec un angle beaucoup plus micro. Ce matin, l'idée, c'est d'avoir, bien sûr, on va potentiellement parler des mobilités domicile-travail parce que c'est un angle peut-être potentiellement d'engagement des salariés, mais l'idée de ce matin, c'est d'être beaucoup plus large parce que, par exemple, la question du forfait mobilité du travail, mobilité durable, qui a été mis en place il y a 2 ans, etc., et qui évolue, ça ne concerne pas tous les salariés. Loin de là, loin de là. À côté, il y a une prime transport pour financer du carburant. Donc, on est vraiment dans l'idée d'avoir une approche globale sur les enjeux de transformation. Donc, 2 éclairages d'experts avec AXA et donc Orse Ethics, Orse Ethics représenté par Stéphane Lamy, AXA représenté par Sophie Mandelbaum et Antoine Poincaré, qui éclairera toute la dimension Climate School d'AXA, et 2 témoignages d'élus avec Christine Bramer, vous êtes responsable pédagogique et sentinelle verte CFDT à l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel, et Abdelkader Belbéchir. Donc, tu étais intervenu sur le dernier live sur les mobilités domicile-travail. Merci à toi. Et tu remets le couvert. Merci à toi. Donc, tu travailles dans une PME industrielle de la région Auvergne-Rhône-Alpes de 300 salariés et tu es élu Printemps écologique au sein de cette société. Et donc là, vous allez nous éclairer le côté, la réalité, on va dire, hein, de la difficulté qu'il y a à faire en sorte d'engager les salariés, les syndicats dans des démarches de transformation environnementale. Donc pour commencer, Sophie, tu es experte du dialogue social en matière de protection sociale chez AXA Collectif Santé. Et donc, Sophie, si tu peux un peu nous présenter dans quelle mesure les liens, notamment peut-être un peu le plus évident en parlant comme ça, mais peut-être il y a matière à étayer, le lien entre santé et environnement, et pour AXA, dans la partie santé collective, dans quelle mesure il y a une pertinence à s'intéresser de près aux enjeux de transformation écologique. Sophie. Oui, merci beaucoup Rodolphe. Bonjour à tout le monde, vous m'entendez bien? On t'entend très bien. Ça va? Ok. Oui, alors donc je suis Sophie Mandelbaum, chargée relations extérieures, partenaires sociaux chez AXA Santé Collectif. Donc mon rôle, c'est de rencontrer les représentants des salariés et de voir comment on peut accompagner la prévention, quel rôle on peut jouer pour améliorer leur santé, bien évidemment en complément du rôle initial qui est le remboursement des frais de santé en prévoyance et en santé. Et en fait, ces derniers temps, je me suis rendu compte au fur et à mesure de mes rendez-vous qu'il y avait un besoin de s'approprier le sujet climat
La loi, en plus, depuis le mois d'août, a obligé les CSE, oblige les CSE à prendre en charge, à mesurer l'impact sur les métiers, sur l'activité, anticiper tout ça. Sauf que les représentants mais consultés, pas forcément connaissances suffisantes. On a des problèmes de connexion avec Sophie. J'espère que ça fonctionne. On a des problèmes, Sophie, de connexion. C'est bon? Pas terrible, et en plus, tu es à l'envers, pas loin. A priori, on n'a pas payé la facture Internet avec ça. Le son a l'air mieux, mais par contre, vas-y. Ok, donc je continue. Pour l'image, je suis désolée. Je ne suis pas en Australie, je n'ai pas bougé mon téléphone, je ne sais pas ce qui se passe. Alors, mieux. On verra. Là, je suis carrément. Alors, est-ce que là, c'est toujours mieux? Voilà, donc au cours de ces échanges, donc, on a pu percevoir qu'il y avait un besoin très fort et le lien avec les représentants, les liens avec les sujets de santé sont quand même assez évidents puisque on rencontre dans de plus en plus d'entreprises des problématiques d'arrêt de travail du fait des pics de chaleur avec des problèmes respiratoires et autres. Mince. Oui, Sophie, couper ta vidéo. Je pense que ce sera le plus simple. Couper ta vidéo, Sophie. Bon, on a un problème avec Sophie. Sophie va reprendre la main. Sophie, on réessaye? Non. Bon, on va passer à... Mince, Sophie, on t'entend plus. On t'entend plus. Bon, Sophie, on a un problème. Sophie vous enverra ses notes. Bon, Sophie, on va passer. Bon, Antoine, je te passe la parole. Donc, tu es responsable de la Climate School d'AXA, qui a été lancée en avril dernier. Et la Climate School d'AXA, tu vas bien la présenter bien mieux que moi. Mais l'idée sous-jacente à la démarche, c'est d'avoir une démarche de formation continue, de formation professionnelle, de dispenser de la formation en entreprise, avec l'originalité, et tu le préciseras, c'est d'avoir une approche systémique, c'est-à-dire de partir du principe que la transition écologique, elle concerne tous les métiers. Et vous, votre apport, c'est de voir dans quelle mesure ces métiers, les différents métiers, acheteurs, RH, etc., développeurs informatiques, vont devoir intégrer la dimension transition écologique, et donc vous proposez des modules de formation dans ce sens-là. Antoine, je te laisse continuer là-dessus, sachant que dans la logique de notre démarche, la formation, c'est aussi un levier pour peut-être embarquer un maximum de monde, ou au moins de faire discuter, faire cogiter sur les enjeux que ça sous-entend. Oui, absolument. Alors, si à un moment ça bloque comme Sophie, je compte sur vous pour me faire des grands signes. Donc, moi, je ne suis pas du tout de AXA Collectif Santé. C'est pour la raison pour laquelle je suis particulièrement content de pouvoir vous parler ici. Je bosse dans une toute petite entité d'AXA qui s'appelle AXA Climat. Et notre boulot, c'est d'essayer de construire des nouveaux produits, des nouveaux services autour de cette transition écologique pour aider les grandes boîtes, ou les boîtes de manière générale, à la réaliser, cette transition. Et on essaye, à chaque fois qu'on crée quelque chose, d'aller plutôt sur un marché qui est inexploité en disant qu'il faut qu'on apporte quelque chose de nouveau à nos clients. Et on s'est rendu compte il y a maintenant 1 an, on fait différentes choses, il y a de l'assurance, mais il y a aussi des choses qui ne sont pas du tout de l'assurance, qu'il y avait un sujet de formation sur la transition durable. Alors moi, je n'étais même pas encore dans la boîte à ce moment-là, donc je vous avoue, quand je suis arrivé, le sujet, je le voyais un peu par le petit bout de la lorgnette, c'est-à-dire on va remplacer les cartons, enfin les gobelets en plastique par des gobelets en carton à la cantine. Peut-être qu'on va inciter les gens à prendre un peu plus le vélo pour venir au travail ou l'escalier plutôt que l'ascenseur. Et en fait, on s'est rendu compte que c'est beaucoup plus systémique que ça, et que, comme tu le dis assez bien, Rodolphe, il y a quelque chose de l'ordre de la transfo digitale. C'est-à-dire quelque chose qui était un peu sous le radar pendant assez longtemps, et qui d'un coup est monté un peu comme une exponentielle. Et Sophie le dit, c'est-à-dire que ça a été vrai dans les organisations syndicales, ça a été vrai à la direction des achats, ça a été vrai à la direction financière. Tout le monde d'un coup s'est dit « Oh !» Alors, tout le monde s'est plutôt dit « Oh merde !» mais je n'ai pas le droit de le dire. Mais tout le monde a vu le truc prendre, sans trop savoir par quel bout prendre le problème. Parce que, contrairement au digital,
où tout d'un coup, personne n'en parlait avant, on s'est mis à en parler. Ce qui est fascinant sur l'environnement et l'écologie, c'est qu'on en parle depuis 20 ans. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas compris ce qui était en train de se passer? Comment est-ce qu'on réengage tout d'un coup les collaborateurs pour leur expliquer qu'il y a quelque chose de nouveau qui se passe? Nous, le parti pris qu'on a choisi d'avoir chez AXA, ça a été de dire il y a un sujet de formation. Et donc, on va développer une offre de formation. Alors, on a commencé avec une offre de formation en ligne, d'acculturation assez massive pour former à chaque fois. Alors, ça peut être quelques dizaines dans les PME, mais pour l'instant, la cible, c'est plutôt les grandes boîtes, quelques dizaines de milliers, voire quelques centaines de milliers de collaborateurs à qu'est-ce qui se passe. Et pour ça, on a une réponse qui repose sur 2 piliers. D'abord, on pense qu'il y a un sujet de compréhension scientifique de ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que, alors vous l'avez bien vu, au moment de la COP, on parle du GIEC et tout le monde dit il faut écouter les scientifiques, il faut écouter les scientifiques. Oui, certes, mais ce n'est pas toujours les meilleurs vulgarisateurs du monde. Donc nous, on a pris à notre charge l'idée de dire digérons ce que disent les scientifiques et essayons d'en faire quelque chose d'utilisable dans les organisations. Donc essayons d'expliquer aux gens dans les boîtes ou même dans la société civile de quoi on parle quand on parle de réchauffement climatique, de biodiversité, d'effondrement des ressources naturelles. Comment est-ce que tout ça se répond? C'est pas évident et ça, la science a du mal parfois à le raconter parce que la science, c'est quelque chose de très vertical. Vous avez un expert climat, il est excellent sur le climat. Alors, je ne vous dis pas, il y a des sous-experts climat qui sont excellents sur la calotte glaciaire et puis d'autres qui sont. Et puis à côté, il y a des experts biodiversité. Et tout le sujet, c'est de dire, mais on ne peut pas considérer l'un sans l'autre. Il y a des très bonnes mesures au sens du climat qui sont absurdes du point de vue de la biodiversité et inversement. Donc, premier pilier, essayer de raconter la science derrière tout ça. Le deuxième pilier, c'est ce que tu as dit, Rodolphe, ça a été de dire, mais en fait, on ne peut pas faire l'économie de raconter l'impact sur les métiers. Et là, puisqu'on parle du coup à la cible à laquelle on parle aujourd'hui, je voudrais passer 2 minutes sur ce sujet des nouveaux emplois, parce que ça a été un thème qui a été vachement abordé au moment de la transformation digitale. Vous avez peut-être vu, il y a eu ces sujets de dire les 10 jobs de demain qui n'existent pas encore, les 10 jobs de dans 10 ans, c'est créateur d'expériences en réalité virtuelle, il y avait tout et rien, c'est un peu ces jobs du futur. Et en fait, ce que je pense qu'on a loupé avec la transformation digitale, c'est qu'on a été attiré comme des papillons par les phares d'une voiture, par ces nouveaux jobs qui n'existaient pas encore, sans se dire, OK, mais alors bien sûr, des gens se le sont dit, mais quel est l'impact du digital sur les métiers qui existent déjà? C'est quoi le digital pour un acheteur? C'est quoi le digital pour quelqu'un aux ressources humaines? C'est quoi le digital pour quelqu'un à la direction financière, à la direction juridique? Et en fait, c'est quand même ça qui s'est joué dans les grandes masses. C'est-à-dire qu'il y a encore des acheteurs, il y a encore des gens à la direction juridique, il y a encore des gens à la direction financière. 10 ans après, simplement, leur métier a changé. Et il y a les quelques jobs un peu prospectifs dont on parlait il y a 10 ans. Et donc, nous, c'est ça le deuxième pilier de ce qu'on essaye de faire, c'est raconter l'impact de la transition durable sur les métiers. Comment est-ce que, quand je suis dans les fonctions que je vous ai citées là, ma vie change à l'aune de la transfo durable et comment surtout elle va changer, enfin ma vie, en tout cas mon métier, dans les 10 ans à venir. Et ça, ce qui est fascinant quand on regarde un peu dans les détails, c'est que ce n'est pas du tout les mêmes dynamiques selon les jobs que vous regardez. Et c'est pour ça que c'est un gros challenge d'un point de vue formation, c'est qu'à la direction financière, l'unique sujet, ça va être la régulation, l'inflation réglementaire. Tout est en train d'exploser en termes de demande. Si vous regardez à l'inverse des fonctions comme les achats, la responsabilité, c'est l'entreprise étendue. Tout d'un coup, je suis, moi, acheteur, l'héritier des empreintes carbone de toute ma chaîne d'approvisionnement. Si vous regardez, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? L'IT, l'informatique, alors là, c'est très clair. Le sujet, c'est les émissions de mon service et comment je peux essayer, d'être raisonnable en émissions, d'aider les autres à consommer un peu moins en digitalisant un certain nombre de process, si tant est que le bilan est bon. Donc, vous voyez, selon les métiers, ça change complètement. Et tu as des exemples, Antoine, sur les RH, par exemple? Alors, voilà, RH, par exemple, vu la cible, je me suis dit que RH, on pouvait y passer 1 minute. RH, c'est rigolo. Vous êtes aux ressources humaines aujourd'hui. Il y a des choses très précises qui vont changer dans les années à venir. Par exemple, vous êtes en charge d'organiser un séminaire d'entreprise de fin d'année ou même des déplacements professionnels qui impliquent de prendre l'avion. De plus en plus, vous allez avoir des collaborateurs, des Rodolphe qui disent « moi, l'avion, je ne prends pas l'avion ». Il y a des gens qui vont commencer à se mettre dans cette position-là vis-à-vis des boîtes. Le sujet ici, ce n'est pas d'y apporter un commentaire moral, c'est de dire est-ce qu'une boîte est prête à ça? Est-ce qu'une boîte a un process? C'est-à-dire, on fait quoi quand quelqu'un refuse de prendre l'avion? On annule l'événement, on va à l'événement avec ceux qui acceptent de prendre l'avion. Est-ce qu'on fait ça dans le même rythme, au même rythme dans tous les pays du monde? Je ne sais pas. Il y a évidemment le sujet de la prix. Et là, pour le coup, on est cœur. Excuse-moi de te couper, Antoine. Ouais. L'approche Climate School, elle est mondiale? Alors, nous,
Ouais, nous, aujourd'hui, on a décidé d'être mondial puisque nos premiers clients, ça a été des gens comme Saint-Gobain, comme Schneider Electric, AXA a été un client, JLL dans l'immobilier commercial, Microsoft aux États-Unis. Donc, tu vois, ça a vite été assez mondial. Donc, nous, on est resté sur ce sujet-là. On a tourné la semaine dernière une version française avec des journalistes français, ce qui nous a permis d'affiner un peu le discours et le message à ces enjeux-là. Donc, ouais, enjeu comme ça. Deuxième énorme enjeu quand on est au RH, l'anticipation des conditions de travail. Sophie l'a dit, les vagues de chaleur vont faire en sorte qu'à nouveau, dans plein de pays du monde et à des rythmes différents, les gens ne vont pas pouvoir venir travailler. Il y a aux États-Unis les premières boîtes qui ont mis en place des climate leave, un peu comme vous avez des sick leave, donc des congés maladie, il y a des congés climat. Comment ça se reflète dans un contrat de travail, comment on fait en sorte que l'intérimaire, le CDD, le CDI aient le droit à la même protection ou pas, au même rythme ou pas. Enfin, ça pose des questions d'organisation du travail qui, là, pour le coup, vous touchent directement et qui se négocieront à une table où vous serez, qui sont majeures. Et si, du coup, dans comment ça change mon métier, il y a comment ça change mon métier, alors je ne sais pas si métier est le bon terme, vous me pardonnerez, de représentant syndical. C'est-à-dire, comment est-ce que vous faites en sorte d'être renseigné sur les dynamiques, les points de bascule, le climat, comment ça marche, de quoi on est sûr, de quoi on n'est pas sûr avec le climat. Ça va être des choses qui sont vraiment fascinantes et qui impliquent de changer les métiers. Gros enjeu RH aussi du changement climatique, le recrutement. De plus en plus de boîtes font face à des défis en termes de recrutement. Une jeune génération qui, a raison, pousse un peu dans les boîtes. Le président de AEMA, qui est le groupe dans lequel il y a notamment la Maïf, a fait une déclaration super la semaine dernière en disant « La génération Greta, elle a 18 ans, donc dans 5 ans, elle est dans les entreprises. » Et c'est vrai. Et probablement que la pré-génération Greta, elle n'était pas beaucoup plus magnanime. Hein. Elle ruait un peu dans les brancards et elle est dans le monde de l'entreprise. Donc, comment on lui fait une place? Mais à l'inverse aussi, comment, en tant qu'entreprise, on se met en position de dire « Je ne veux recruter que des gens qui vont m'aider à réaliser cette transition durable. » C'est-à-dire des gens qui ont compris. La balance, elle peut se faire dans les deux sens. On peut très bien leur dire, mais moi, en tant qu'entreprise, j'ai des engagements. Comment tu m'aides, toi, à les résoudre? Donc voilà, pardon, c'est un peu pointilliste et il y en a un peu sur tous les murs, si j'ose dire, mais c'est l'idée de vous montrer que c'est un Big Bang, ça change de manière radicale et c'est un Big Bang compliqué et qui, coup de peau, et j'en finirai là, contrairement à la transfo digitale, a le mérite d'engager les collaborateurs. Et ça, je pense, notamment dans votre position à vous qui nous écoutez aujourd'hui, que c'est important. C'est-à-dire que la transfo digitale, c'était malgré nous. C'est-à-dire, elle arrivait, il fallait le prendre en main, mais les gens n'y allaient pas d'eux-mêmes. Là, sur la transfo durable, il y a quelque chose où les collaborateurs sont capables de se mobiliser, de faire des choses. Et donc, je pense qu'il faut en tirer parti. Entendu, Antoine. Et il y a, a priori, pour l'instant, vous le faites en pro bono, en accès libre, en accès gratuit, une base de modules. Mais pour autant, vous êtes aussi dans une logique de certification et de formation diplômante. Hein, c'est bien ça. Hein. Ouais, alors donc aujourd'hui, les entreprises nous payent pour avoir accès au contenu pour leurs collaborateurs, pour l'intégrer dans leur plateforme de formation, pour customiser les messages ou même pour produire quelques modules sur mesure. En revanche, tout ce qu'on a produit, on appelle ça sur étagère, donc qui est déjà produit, on le met à disposition du grand public. Donc aujourd'hui, je vous l'ai dit en anglais, puis la version française d'ici Noël. Ouais, Ingrid, ce sont un peu des MOOC, si vous voulez. Ouais, c'est des tout petits, pardon, je regarde les questions en même temps, c'est des tout petits modules de formation comme ça. Et donc ça, c'est gratuit pour les gens qui voudraient s'inscrire en tant que collaborateurs. Et puis, on espère qu'un jour ou l'autre, on pourra bosser avec leur boîte. Et on se met en ordre de marche. Donc ça, disons que c'est de l'acculturation. Alors, de l'acculturation plus, mais on n'est pas, si tu veux, dans de l'acquisition de compétences dures. Ça veut dire quoi être un RH du futur, ça veut dire quoi être un acheteur du futur. Et on est en train de développer là des formations pour le coup certifiantes en partenariat avec des écoles sur des sujets métiers un peu plus verticalisés. Merci Antoine. Sophie, tu nous entends? Sophie. Oui, vous m'entendez? Ah super, on t'entend. Alors on ne voit pas, mais je pense qu'on va abandonner l'idée de te voir parce que je pense qu'il y a un problème de bande passante. Sophie? D'accord. Ouais. Et donc, moi, à l'issue de l'intervention d'Antoine, oui, il y avait des choses que peut-être tu voulais dire. Oui, ce que je Donc oui, ce que c'était
raison pour laquelle on avait vraiment tenu à organiser ce webinaire, c'est que effectivement, je rencontre de plus en plus d'organisations syndicales, d'élus CSE qui ont la difficulté suivante. Ils ont en face d'eux des salariés, soit qui sont sous-informés ou mal informés, ou ne savent pas trop comment faire la part des choses entre les différentes sources d'information. Des salariés veulent, qui attendent quelque chose des organisations syndicales sur ce sujet-là, ou alors des salariés qui peuvent être très informés, mais très inquiets, très angoissés. Ça va être un sujet anxiogène pour eux. Des salariés qui vont être même dans le déni, c'est anxiogène. Et les représentants des salariés vont devoir faire avec tout ça. Donc, dans la société civile, il y a la fresque du climat qui a été engagée pour faciliter l'appropriation du sujet et la possibilité de parler ensemble pour construire aujourd'hui et demain sur ce sujet-là. Et on tenait à organiser ce webinaire pour apporter notre contribution sur ce questionnement dans l'entreprise. Voilà, comment allez-vous, comment pouvons-nous vous aider à embarquer les salariés sur le sujet à vos côtés? Sachant que ce que tu disais aussi, Sophie, c'est que c'est la tâche de l'élu, du représentant des salariés, n'était pas facile sur un sujet comme ça, parce que d'un côté, il y avait des salariés qui étaient à fond, engagés, activistes sur la notion environnementale, et de l'autre côté, des gens qui étaient… Enfin bref, la tâche n'était pas facile. Allô? Sophie? Exactement. Bon. Et entre les deux, il y a un forme de servir de fusible. Bon, Sophie, désolé, c'est pas génial, c'est pas super fluide, mais on t'a entendu. Merci Sophie. Stéphane Lamy. Donc Stéphane, tu es donc président de Orseux Ethics, le cabinet Orseux Ethics. Alors, vous êtes un cabinet qui travaille auprès des CSE. Et Stéphane, tu as disparu au moment où j'allais te laisser la parole. Bon. Alors, on va faire, en attendant que Stéphane… Alors, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat ou dans les questions. Je ne vous l'ai pas dit, mais allez-y. Voilà. Stéphane revient. Merci Stéphane, c'est super de revenir. Avant de prendre les questions de la salle, n'hésitez pas à les prendre, hein, on va les faire remonter. Stéphane, si tu nous entends, je te passe la parole. Donc, vous êtes un cabinet Orseux qui accompagnait les élus des CSE. Oui. Donc, on a eu un éclairage global avec AXA, avec son approche Climate School en tant qu'acteur. Vous, en tant que cabinet, comment vous donnez les moyens de créer les conditions pour justement engager les salariés d'une façon pédagogique en étant avec le relais, bien sûr, des élus du CSE? Stéphane. Bon, alors, bonjour à toutes et à tous. Ravi de participer à cet échange de ce matin. Comme cela a été dit tout à l'heure par Sophie, il y a un élément qui a changé pour nous et pour les CSE. C'est la loi climat de août 2021 qui, j'allais dire, donne un rôle au CSE, au-delà de ses compétences économiques et sociales, et c'est assez logique d'ailleurs, c'est dans la logique de la loi climat, dit au CSE, maintenant il va aussi falloir vous occuper des enjeux environnementaux. Alors, les enjeux environnementaux, c'est quoi? C'est prioritairement les enjeux de changement climatique. C'est donc la question de qu'est-ce que l'entreprise a comme conséquence sur le climat et qu'est-ce que le changement climatique a comme conséquence sur l'entreprise et son modèle économique. C'est bien dans les deux sens. Qu'est-ce que permet cette loi? Eh bien, tout simplement, alors vous le savez ou vous ne le savez pas, mais chaque année, l'entreprise, dès lors qu'il y a un CSE, elle est informée et consultée sur 3 grandes thématiques. Sur la situation économique et financière, sur la politique sociale et les conditions de travail, et chaque année ou tous les 3 ans, sur la stratégie de l'entreprise. Et donc, finalement, ce que le législateur dit, c'est comme cet enjeu de changement climatique fait partie de la vie intégrante de la société, des changements de société, comme ça vient d'être rappelé par Antoine en particulier, c'est un système, on est en train de vivre un changement majeur, et il faut intégrer ces changements dans
la vie courante du CSE. Bon, quelque part, on pourrait dire c'est logique, ce n'est pas une grande révolution. Donc, oui et non, ce qui est, la loi incite vraiment à se saisir de ce sujet-là pour les CSE. Donc, c'est ce qu'on va pouvoir faire. On a 2 petites limites pour l'instant. On a la question de quel type d'information on va aller chercher. Alors, dans les entreprises, les grandes entreprises de plus de 500, vous avez une déclaration de performance extra-financière qui est assez riche et qui permet déjà un petit peu de toucher du doigt, en particulier, les bilans de gaz à effet de serre d'une entreprise, sa stratégie, etc. Pour les plus petites entreprises, on attend que la BDES se transforme en BDES environnemental également pour aller récupérer de l'information. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va faire avec les CSE? Eh bien, à chaque fois qu'on va intervenir, on va se poser la question de l'impact, en particulier de l'impact des changements de modèle économique, de comment l'entreprise va s'adapter à ces changements climatiques, comment elle contribue ou non également à l'atteinte des objectifs de neutralité carbone. Donc ça, c'est intéressant. Si vous voulez bien, je prends un petit exemple qui m'a marqué, c'est celui de la communication, de Verallia. Verallia, c'est une société qui fabrique entre autres, des bouteilles et des pots en verre pour l'alimentaire. Donc, votre jus de pomme, votre litre de vin, votre petit pot pour bébé. Et ce qui est intéressant dans cette entreprise, qui est une entreprise cotée, qui est cotée en bourse, c'est qu'elle a résolument choisi une communication, alors financière évidemment, mais également elle a choisi de communiquer, de s'engager sur nous sommes une entreprise compatible avec la stabilisation du réchauffement climatique à 1,5 degré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en 2050, ils affirment qu'ils seront neutres en carbone. Réchauffement de 1,5 degré, c'est neutralité carbone en 2050. Réchauffement de 2 degrés, c'est neutralité carbone en 2075. Pour faire ça, ils déclinent un certain nombre d'actions. On va baisser le poids de nos contenants. On va arrêter d'utiliser, alors il faut des fours qui chauffent à 1200 degrés. On va arrêter d'utiliser du fioul pour passer au gaz ou à l'électrique ou au biogaz. On va augmenter le recyclage, etc. Ils déclinent un certain nombre d'actions. Et ce qui m'a paru également très intéressant dans ce cas, c'est que les bonus long terme des cadres dirigeants intègrent également l'atteinte de ces objectifs extra-financiers. C'est-à-dire que bien sûr, ils vont être incentivés, ils vont être remerciés financièrement sur l'atteinte d'objectifs financiers, mais également sur l'atteinte de la feuille de route climat de l'entreprise. Et donc ça, c'est un peu nouveau. Ils sont même allés jusqu'à émettre des obligations dites des obligations vertes, c'est-à-dire que le taux d'intérêt que Verallia va payer au marché sera lié à leur respect des engagements d'émissions de CO2 qu'ils ont pris. Donc, on voit que un certain nombre d'entreprises, alors souvent des entreprises qui ont les moyens quand même, se lancent dans cet objectif de participer à la neutralité carbone à horizon 2050. Et pourquoi ils le font? Ils le font parce que on a parlé un peu de changement tout à l'heure, des mentalités, des choses qui font système. Eh bien, vous avez de plus en plus d'investisseurs, des particuliers ou des institutionnels, qui vont demander à ce que les entreprises dans lesquelles ils investissent puissent répondre de leur contribution à la neutralité carbone en 2050. Donc, je trouvais que ce cas de Verallia était intéressant à vous partager. Alors, il n'y a pas 10 000 Verallia aujourd'hui, mais quand même, on a un certain nombre d'acteurs qui se lancent, quoi. Alors Stéphane, ton cas, l'exemple de Verallia est intéressant parce que comme tu l'as souligné, c'est une communication publique
complètement transparente. Oui, Qui, complètement. a priori, effectivement, il y a quelques clés pour engager, pour se donner les moyens de faire en sorte que tous les salariés se sentent concernés. Et c'est bien l'enjeu. Parce que, par exemple, il y a la fresque du climat où on voit de façon générique qui sensibilise à la notion de transition et de courbe par rapport à l'atteinte d'un objectif. Mais la question clé, c'est dans une entreprise, c'est cette trajectoire 1,5 de la corréler à la stratégie de l'entreprise. Et ça, c'est la difficulté. Et comme tu le dis, rares sont les entreprises qui se donnent les moyens de projeter ça. Et pourtant, c'est la condition pour impliquer un maximum de salariés. On est d'accord, Stéphane? Oui, on est d'accord. Il y a un autre point qui est très compliqué, hein, c'est que ça va percuter l'activité, ça va percuter l'emploi, ça va percuter l'emploi en quantité et l'emploi en qualité. Alors, chez Veralia, ils prévoient de la croissance, donc ce n'est pas trop le sujet. Mais il y a d'autres entreprises, on pense à des cas un peu emblématiques, hein, des fermetures de centrales à charbon. Certes, ces décisions sont tout à fait nécessaires pour atteindre la neutralité carbone en 2050, mais en attendant, vous avez un millier de salariés qui se retrouvent sans emploi. Donc, on a aussi des cas et des exemples moins enthousiasmants, en tout cas pour les salariés qui sont dans ces entreprises. Et là, on a un sujet de comment ces transformations, qui sont des fois rapides, hein, puisque les fermetures de centrales à charbon, c'est l'année prochaine, hein, comment ces transitions, elles sont accompagnées, comment on va réindustrialiser, par exemple, des territoires sur lesquels on avait des entreprises très polluantes, par exemple, et qui vont fermer. Donc là, ça nous renvoie à l'histoire des grandes mutations industrielles en France, hein, donc voilà, il y a aussi des enjeux de politique publique fortes derrière ça, hein. Ok. Et Stéphane, il y a un autre point que change la loi climat, c'est aussi le levier dans le rapport de force. Et là aussi, on peut mettre aussi dans la barque la question de l'engagement des salariés, la capacité à mobiliser un collectif plus ou moins étendu dans une logique de rapport de force, à la différence des sujets dont on parlait. Par exemple, dans le cas d'une délocalisation. L'exemple, dans quelle mesure la donne change dans le cas d'une entreprise qui voudrait délocaliser une production? Alors, notre conviction à nous aujourd'hui, hein, on ne l'a pas encore testé, mais c'est que typiquement, hein, lorsqu'il y a une restructuration, on va prendre le cas d'une délocalisation, d'une entreprise qui décide de transférer son activité plus loin et souvent très loin, eh bien, nous, on intervient pour regarder les conditions économiques, les conditions sociales, hein, de ces projets. Je pense qu'aujourd'hui, même si la loi ne le prévoit pas complètement explicitement, mais c'est quand même le sens de la loi, il nous semble qu'il faudra également regarder les impacts climat de telles prises de décision des entreprises. Donc typiquement, dans le cas de réorganisation ou voire de délocalisation, de demander le bilan carbone de ce genre d'opération. Et on peut même aller plus loin en se disant que voilà, c'est un levier, effectivement, comme tu l'as dit, Rodolphe, dans le rapport de force. Et pourquoi pas, un jour, devant un juge, dire « Attendez, cette décision économique, elle a peut-être un rationnel économique, mais son bilan carbone est tellement négatif qu'il n'est pas possible de l'accepter. » Alors, on n'en est pas encore là. Hein, là, on touche du doigt des enjeux un peu de justice climatique également. Mais voyez que ça croise les enjeux de relations du travail, les prises de décision économiques, les conséquences sociales et les conséquences de la transition écologique et climatique surtout. Alors, Stéphane Orseux, vous accompagnez les élus et dans un CSE, il y a une partie du CSE qui est relative aux activités sociales et culturelles, les ASC. Exactement. Et là, vous avez quelques pistes, dans quelle mesure et là, ça permettra de faire la transition avec Christine et Abdelkader qui sont dans des entreprises. C'est quoi les pistes que vous auriez? Parce que bon, le cordonnier, l'histoire du cordonnier bien chaussé, dans quelle mesure les ASC pourraient donner l'exemple et pour se mettre en condition pour donner des leçons, entre guillemets. Oui. Et qu'est-ce qui serait possible de faire? Alors, donner des leçons, je ne sais pas, mais alors Sophie et Antoine ont bien dit que la prise de conscience était très différente entre les salariés et que donc il faut avancer à petits pas, mais il faut quand même avancer résolument. Nous, il nous semble que dans ces activités sociales et culturelles, le CSE
pourraient tout à fait, alors s'ils le décident, hein, mais avoir des options de choix avec des activités sociales et culturelles résolument beaucoup plus bas carbone. Et peut-être même de financer ou de subventionner davantage des activités qui sont faiblement émetteurs des activités émettrices de bas carbone, plutôt que de financer un voyage au bout du monde. Alors encore une fois, ça se décide, hein, c'est des choix politiques, mais je pense également que le CSE, il a un rôle à jouer là-dessus, comme les autres acteurs, hein, pour tracer la voie, ouvrir la voie. Et on le sait également, hein, comment dire, pour amorcer ces changements, il faut aussi des fois un peu d'éléments pour les encourager. Donc, une piste, hein, parmi d'autres, pourquoi ne pas effectivement davantage subventionner les activités sociales et culturelles faiblement émettrices de gaz à effet de serre. Donc, avec une histoire de bonus-malus sur les ASC. Oui, d'une certaine manière. Ah ouais. Oui, comme on va retrouver dans le monde économique. Hein, malheureusement, vous voyez, il n'y a que ça qui marche, hein, le bonus-malus. Aujourd'hui, le prix des conteneurs a explosé, le prix des énergies a explosé, et là, tout d'un coup, on se met à réfléchir à recycler, réparer, relocaliser. Il aura malheureusement fallu que ce soit des questions d'explosion de coûts qui nous poussent à tout ça. Bon, bah, un mal pour un bien peut-être, hein, mais voilà. Oh, parfait. Merci Stéphane. Tu n'hésites pas à rebondir sur les interventions ensuite de Christine et Abdelkader. Sophie, pareil. Antoine, pareil. Et merci Christine et merci Abdelkader. Vous avez été sages, vous avez écouté et maintenant la parole est à vous. Donc Christine, tu es responsable pédagogique à l'INA. Voilà, j'ouvre mon micro, j'espère qu'on m'entend bien et sans trop d'écho parce que tout à l'heure c'était un peu, paraît-il, douloureux pour les oreilles de mes petits camarades. Est-ce que ça va? Ça va. Super. Bon, ben merci de me donner la parole et puis à travers moi aux Sentinelles Vertes que je vais présenter tout à l'heure. Oui, moi je suis salariée donc de l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel, que vous connaissez peut-être, mais dont la mission est de valoriser, éditorialiser. C'est un média patrimonial aujourd'hui, l'INA. Donc, de valoriser des archives télé et radio à travers beaucoup de productions. Donc, on est en plein cœur de la transition numérique ou digitale, comme on dit maintenant. C'est vraiment quelque chose dans lequel on est vraiment. Et on est aussi centre de formation. Donc, moi, je suis très intéressée par ce que j'ai entendu sur ce qu'on peut offrir aussi en termes de formation pour faire évoluer les compétences des professionnels dans tous les domaines de cœur de métier pour eux. Donc voilà, je suis responsable pédagogique, mais j'ai participé à une expérience. Donc je vais peut-être faire écho Christine, à deux. Christine, oui. Je me permets de te couper. Alors attends, parce qu'il y a simplement. Alors, attendez. Dis-moi. Non, parce qu'en fait, j'ai un Larsen, j'ai un retour. Et donc, simplement, je voulais préciser, parce qu'il y a une question de la salle, sur qui fait quoi. Et ce qui est intéressant dans ton témoignage, j'étais allé commencer là-dessus, c'est que effectivement, l'implication, tu es une élue historique, tu ne portes plus de mandat, mais pour autant, tu as été engagé dans un collectif de salariés qui a été initié par la direction. Et je te laisse continuer, mais ça montre bien l'interaction entre les initiatives de la direction et celles du CSE. Oui, je vais donner ces informations. C'est vrai que je ne suis plus élue aujourd'hui, mais je l'ai été. Je suis adhérente CFDT depuis longtemps. Je suis active au sein de la commission culture et loisirs de mon CSE. Donc voilà, je suis active et je suis donc salariée également. Et j'ai commencé mon implication dans ces questions-là en animant un réseau de salariés non syndiqués, mais dont c'était pas à ce titre qu'ils étaient dans ce réseau. Le réseau a été créé, ce groupe a été créé à l'initiative à l'origine de la direction, de notre direction de la formation, qui voulait réfléchir aux conditions d'accueil des stagiaires et des étudiants sur notre site. Et parmi toutes les pistes qui avaient été évoquée l'idée d'un campus vert, plus écologique, etc. Et j'avais été chargée de piloter une réflexion sur cet aspect-là des choses. J'avais
moi, parce que j'étais au début, hein, mais en fait, j'ai un peu conduit les choses, mais je n'étais pas au-dessus des autres, constitué un groupe d'une dizaine de salariés de notre direction de la formation pour réfléchir à ces questions-là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour prendre en compte cette dimension environnementale dans nos activités de centre de formation, principalement. On s'est très vite rendu compte que ça impactait au-delà de notre centre de formation toute l'entreprise l'INA. Hein, c'est un milieu de salariés, l'INA, un millier de salariés à peu près. Sur un site en région parisienne. Et bon, on a réfléchi à beaucoup d'axes beaucoup de possibilités d'action possibles pour réduire notre impact, améliorer les choses dans ce domaine-là. Donc on a commencé par un brainstorming pour essayer de voir tout ce qui était possible, essayer de voir quels étaient les acteurs qui étaient concernés dans l'entreprise par les différentes questions. Alors je donne un exemple, hein, on avait exploré la question des déchets par exemple, la question des gobelets en plastique dont on parlait tout à l'heure, mais c'est quand même un gros enjeu hein, dans un endroit qui accueille du public. On avait exploré la piste des mobilités, on avait exploré l'alimentation, puisqu'on a un restaurant d'entreprise à l'INA qui accueille aussi les stagiaires et les étudiants. On avait exploré de très, très nombreuses pistes. Ce qui m'intéresse dans tout ce qui vient de s'être dit, hein, c'est qu'effectivement, il y a toutes ces pistes qui concernent plutôt la vie de l'entreprise et qu'on pourrait appeler ça des éco-gestes, mais ça va au-delà, à mon avis, c'est plus ambitieux que ça. Et puis, il y a aussi tout ce qui est cœur de métier de l'entreprise, ces activités propres, en l'occurrence chez nous, à la fois la formation d'un côté et la gestion des archives de l'autre. Et c'est des choses qui sont forcément, qui impliquent beaucoup d'acteurs dans l'entreprise. Donc, on a exploré toutes ces pistes. On a réfléchi à ce qu'on avait envie de proposer en tant que salarié et puis on a, se rendant compte que ça allait impliquer beaucoup d'acteurs de l'entreprise si on voulait mettre les choses en place de façon concrète, on a fait du lobbying assez intense dans toute l'entreprise auprès de tous les acteurs, des acteurs effectivement des acteurs des organisations syndicales jusqu'à la DRH, les services généraux, les différentes directions opérationnelles. Et on est monté jusqu'au secrétariat général de l'entreprise. On a quand même vraiment présenté on a fait une présentation un petit peu fun pour montrer ce qu'on avait envie de proposer. Et puis aussi comprendre ce qui se faisait déjà, parce qu'en fait, ce qui est important, je pense, à souligner, c'est quand on est comme ça salarié impliqué dans cette démarche, on n'arrive pas en terrain vierge. Et donc, il se faisait déjà des choses, notamment la CFDT était syndicat majoritaire depuis déjà quelques années quand on a commencé cette démarche. Le CFDT gère le restaurant d'entreprise, et donc le restaurant d'entreprise de l'INA avait déjà mis en place des choses qui existaient, les services généraux concernant les déchets aussi. Et donc, il ne s'agissait pas d'arriver la fleur au fusil et la bouche en cœur en disant aux gens on va vous apprendre la vie. Sinon, c'était aussi très mal, ça aurait pu être très mal perçu. Donc, en fait, voilà, on a été très volontariste et très actif pour essayer de promouvoir nos idées, de faire avancer les choses. Bon, il y avait des choses sur lesquelles on avait la main, il y avait des choses sur lesquelles on l'avait pas. Et donc, par exemple, sur les gobelets, on a choisi de distribuer des gobelets réutilisables aux étudiants et aux stagiaires très rapidement parce que c'était quelque chose qu'on pouvait faire facilement. Ça a bien marché. On a fait une espèce d'enquête de satisfaction auprès des publics concernés. Et puis ça a bien marché. Il y a des choses comme ça qu'on a pu mettre en place nous-mêmes et puis des choses pour lesquelles on a plutôt enclenché une dynamique ou bien voilà, on s'est impliqué dans des choses qui étaient en train de se mettre en place. Voilà, ça a duré tout cet activisme pendant 2 ans et demi à peu près jusqu'à ce qu'arrive le confinement, avec des réussites. Hein, on a réussi d'ailleurs, on a rencontré beaucoup de monde dans l'entreprise, on a appris beaucoup de choses, on a fait infuser peut-être pas mal d'idées qui ont depuis fait leur chemin, mais voilà, on ne prétend pas être complètement les premiers à avoir eu ces idées-là. On est allé jusqu'à la direction qui avait lancé un projet de valorisation de nos espaces verts, puisqu'on a la chance d'être sur un très beau site en région parisienne où il y a un grand parc, à une période où tout l'environnement est en train de se construire à vitesse grand V, c'est précieux. Et donc, voilà, on est quand même arrivé à quelques réussites, mais aussi beaucoup de difficultés à faire passer ce qu'on voulait faire ou à le promouvoir. Et avec, au bout de 2 ans et demi, avec nos activités qu'on continuait en parallèle, hein, de professionnels, un petit essoufflement. Et
c'est là que bon est arrivé le confinement, mais un peu plus tard que le confinement est arrivé, moi qui suis adhérente CFDT, les sentinelles vertes. Donc je peux peut-être en dire un mot, sauf s'il y a des questions, parce que je parle âgé continue, il y a peut-être des questions. Alors, Christine, excuse-moi, c'est impoli, mais je viens de te couper le micro parce que quand ton micro est activé, ça devient vraiment compliqué. Donc, je suis désolé, c'est pas très poli. Je vais te redonner la parole pour la transition. C'est pas génial, mais sinon, c'est vraiment c'est dur. Donc, Christine, comme tu l'expliquais très bien, donc tu as été impliqué, tu as été engagé dans un collectif non syndiqué. Diversifié, initié par la direction, avec des succès, des frilosités, notamment, tu pourras peut-être y revenir, sur la notion des déchets, les services généraux qui se considèrent comme étant leur prérogative et qui s'interrogent quand ils voient un collectif proposer des choses là-dessus. Tu as parlé du restaurant d'entreprise, enfin des interrogations également des syndicats sur qu'est-ce que fait ce collectif, etc. Et la notion de collectif, comme tu disais, au bout de 2 ans, 2 ans et demi, l'essoufflement qu'il y a, et aussi peut-être le besoin, et là on est dans la logique d'engagement, le besoin avec le réseau Sentinelle d'avoir quand même une fonction du support et la possibilité d'avoir des éclairages de sentinelles qui sont dans d'autres entreprises pour s'enrichir un peu des expériences des unes et des autres. Je te repasse le micro, Christine. Hop. Et je m'en vais. Voilà, je suis navrée de cet écho, hein. Je comprends pas bien d'où il vient parce que j'ai tout coupé. Oui, c'est important. C'est un peu comme cet échange qu'on a aujourd'hui, hein. Quand on est comme ça engagé dans une démarche, on est vraiment avide de partage et de soutien. Je disais lors de la préparation de cette table ronde que c'est vrai qu'il me semble que ça ne peut bouger que si on arrive à impliquer aussi la direction de l'entreprise et toutes les instances qui ont vraiment un pouvoir d'action en fait. Et ça ne se dans cette perspective, évidemment, le rôle du CSE est central et le CSE chez nous, c'est CFDT. Et quand il y a eu cet appel, alors en mars 2020, hein, de la F3C, la Fédération Communication Conseil Culture de la CFDT, de créer ce réseau, c'est un réseau en fait d'ambassadeurs de ces questions-là dans les entreprises, hein, cet appel-là en mars 2020, moi j'ai tout de suite, enfin on était avec un collègue, on a tout de suite souhaité en faire partie parce que ça a été vraiment une bouffée d'oxygène et vraiment d'énergie, un renouveau d'énergie. Voilà, pour nous dans cette démarche, voilà, ces efforts qu'on faisait depuis déjà quelques années. Et bon, peut-être expliquer rapidement ce que c'est que ce réseau-là. En fait, donc c'est la création d'un réseau d'ambassadeurs dans les entreprises. C'est vraiment l'idée. Donc là, il y en a à peu près une soixantaine. On a été une soixantaine après quelques mois de mobilisation dans les sentinelles vertes, mais là, c'est en train de s'étendre et c'est l'objectif, hein, d'étendre au maximum ce réseau dans les entreprises. L'idée, c'est d'actionner tous les leviers syndicaux pour faire progresser cette question de la transition écologique, hein, sans l'opposer à la justice sociale, puisque c'est vraiment aussi la marque de fabrique de la CFDT, d'avoir toujours ce souci-là. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir agir et de manière vraiment concrète. Donc, ce qui m'a beaucoup… Enfin, nous, on avait commencé avec notre collectif de salariés à faire quelque chose que finalement, on retrouve dans les Sentinelles vertes, c'est à proposer des outils. Nous, on a commencé à faire des fiches pratiques. L'idée, c'était de dire qu'est-ce qui se fait déjà, quel est l'argumentaire qu'on peut développer, quel est l'argumentaire qu'on peut nous opposer, comment on peut y répondre, et puis derrière, concrètement, comment faire pour, par exemple, si on veut faire de l'éco-pâturage dans un espace vert comme on voulait le faire, comment faire. Et on avait même mis des devis. Enfin, on avait commencé à faire cette démarche de fiches pratiques. On en avait fait beaucoup sur l'alimentation aussi, sur plein de choses. Et donc là, l'idée des Sentinelles vertes, c'est aussi de proposer des outils aux collègues qui sont dans les entreprises de façon très concrète. Donc c'est vraiment, voilà, ça se fait maintenant, hein, c'est en train de se faire. Et ça, moi, ça me plaît beaucoup parce que quand on est comme ça, salarié, en train d'essayer de mettre en place des choses dans l'entreprise, on ne sait pas forcément bien comment faire, quels sont les leviers d'action. Tout à l'heure, on en parlait, hein, Stéphane en parlait pour tout ce qui est ASC, c'est super d'avoir ces idées-là et de pouvoir les partager et peut-être de pouvoir intégrer dans les fiches pratiques, voilà ce que vous pouvez proposer. Parce que oui, il y a
c'est complexe ces questions-là. Il y a plein de contradictions, y compris dans les activités cœur de métier. Hein. On est sur des activités très numériques et puis en même temps on voudrait réduire l'impact carbone. En soi, c'est contradictoire. Donc comment on fait pour résoudre ces contradictions? Et si on a pu en discuter ensemble et si on a pu voilà, au sein des sentinelles vertes et puis ensuite dans les sections syndicales, c'est ce qu'on fait chez nous. Je conclurai peut-être là-dessus parce que justement cet enchaînement est super intéressant, je trouve. On a été un collectif de salariés, il y a les sentinelles vertes et puis maintenant ça bouge vraiment au sein de notre section syndicale à la CFDT, à l'INA. Voilà, comment on s'empare de ça, comment on résout nos contradictions, comment on trouve une voie médiane acceptable pour tout le monde, comment on agit. Et je pense que ce qu'on est en train de construire au sein des sentinelles vertes, ça va vraiment nous servir à ça, quoi. On a besoin de ça. Et moi, en tant que salarié impliqué, puis que maintenant, dans le cadre des sentinelles vertes, j'apprécie énormément qu'on soit dans cette démarche-là, pratique, très concrète, quoi. Voilà. Merci Christine. Merci Christine. Alors, je t'ai coupé le micro et je te relance. Dernière petite relance avant de passer la parole à Abdelkader. Stéphane en a parlé sur les ASC avec l'histoire d'un bonus-malus. Tu as précisé que vous étiez majoritaire chez l'INA. Tu as annoncé qu'effectivement, ça commençait aussi maintenant à infuser au niveau de la section syndicale. Alors, vous êtes majoritaire. Est-ce que tu mesures les risques qu'il y aurait à avoir une politique vraiment 100% environnementale, éco-responsable au niveau des activités sociales et culturelles? Est-ce que vous mesurez au niveau du syndicat le risque électoral qu'il y aurait à jouer ça? Remets-moi le… Voilà. C'est bon, on t'entend, Christine. Voilà, j'active le micro, pardon, ça a pris un peu de temps. Bon, on est en train de le mesurer, là, on est en train d'en discuter beaucoup au sein de la section. Ça commence à… On a fait des choses déjà, hein, je le dis, on essaie de prendre ça en compte, et notamment même de faire des actions de communication, hein, par exemple, d'envoyer une newsletter au lieu d'envoyer des mails avec des pièces jointes, des choses comme ça pour réduire déjà cet impact carbone de la communication. Après, non, on le mesure… pas forcément de façon encore très précise, parce que c'est vrai que, par exemple, les voyages, pour certains salariés, c'est peut-être l'unique occasion qu'ils ont de prendre l'avion pour aller un peu loin jusqu'à présent. Hein. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on est en train de calculer. Je pense qu'il y a, si les discours sont clairs et si c'est affirmé, moi, c'est mon avis personnel, hein, là, je ne sais pas forcément l'avis de ma section et on est en train d'en discuter. Je pense que si le parti pris est affirmé de façon volontariste et qu'il est partagé avec les salariés, et ainsi que la formation, puisqu'en fait, là aussi, hein, l'idée, c'est de proposer aussi, via les fresques du climat, les fresques numériques, et ça, les sentinelles vertes sont actives là-dessus, de sensibiliser vraiment les salariés à ces questions-là et de montrer l'importance de l'enjeu. Je pense que ça peut au contraire presque être positif, perçu comme positif. Voilà, on prend nos responsabilités, on a ce souci-là, on est responsable dans nos actions. Et donc, voilà, c'est vrai qu'il ne faut pas que ce soit punitif, il faut qu'on s'y retrouve d'une autre façon, il faut qu'on propose quand même des choses. Mais je pense que ça peut être porteur au contraire. Après, ça se travaille, quoi. C'est mon avis personnel, ça se travaille, il y a beaucoup de communication à faire et de formation. Et ça, avec ce qu'on met en place, là, les fresques, j'espère que ça va progresser, cette sensibilisation-là. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais je pense qu'il faut le calculer plutôt comme une chance et essayer d'être inventif là-dessus. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant d'entendre ces propositions. Peut-être une activité un peu gourmande d'un côté, compensée par plein d'autres choses moins gourmandes avec moins d'impact, je ne sais pas. On est en pleine réflexion là-dessus chez nous. Ouais. Merci Christine pour cette réponse. Donc, il y a plus à y gagner qu'à y perdre, à ne pas y aller et à assumer le discours et la méthode. Antoine, Stéphane, Sophie, Sophie, vas-y. Sophie, Non, tu es… Sophie, je ne sais pas. Sophie, alors attends, Hop, micro activé, Sophie? Non? Donc, non. Sophie, on a un problème, Sophie. Ah mince, c'est vraiment dommage. Abdelkader,
Belbachir, donc tu es élu Printemps écologique chez Vision System. Donc, je rappelle, c'est une PME industrielle en Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, effectivement, l'INA, c'est pas non plus une multinationale, mais vous êtes 1000 salariés, vous êtes 350, une entreprise industrielle, et donc qui n'est pas soumise justement à toutes les contraintes de la loi Pacte, tant au niveau de l'effectif qu'au niveau du chiffre d'affaires. Et c'est la question aussi qui remonte régulièrement dans le chat. C'est comment on met la direction dans les conditions de se bouger sur le sujet. Toi, tes marges de manœuvre, elles sont plus limitées. Complètement. Par rapport à cette absence de contraintes, on va dire, légales. Et comment tu t'y prends pour petit à petit, par une stratégie des petits pas, acculturer ou en tout cas poser le sujet chez Vision System, qui est un sous-traitant aéronautique. Oui. Alors, juste un peu alors bonjour à tous d'abord, et pour un peu remettre le contexte, on est 11 élus, il y a la CGT, FO et puis le Printemps écologique, mais j'étais pas encore Printemps écologique quand j'ai été élu, puisque j'ai été élu sans étiquette à l'époque. En tout cas, sur ces enjeux-là, c'est une vraie difficulté. Nous sommes 11, donc il va falloir à un moment trouver le consensus. Et ceux qui sont majoritaires, c'est Force ouvrière. Donc à tout moment, il va falloir à un moment donné dialoguer avec tout le monde. Et quand j'entendais tout à l'heure, les ASC, on peut effectivement favoriser, par exemple, des activités sociales et culturelles plutôt environnementales. Il va falloir d'abord, en tout cas moi, dans ce que je vis au quotidien, il va falloir convaincre tous mes collègues. Et c'est pas vraiment ce qui est partagé d'emblée, on va dire, avec eux. Puisqu'en fait, ils ont l'habitude, moi je travaille dans la métallurgie, 50% des salariés sont à l'usine. Leur enjeu, c'est pas vraiment l'environnement, si vous voulez, dans les top priorités, ça va être plutôt le pouvoir d'achat, combien vous allez nous donner, qu'est-ce que les ASC vont nous donner à la fin du mois ou à la fin de l'année. Et très vite, on est stigmatisé si on va parler un petit peu d'environnement. Voilà. Donc, enfin, je navigue dans ça. Mais néanmoins, j'arrive à discuter avec mes collègues. Alors, j'ai fait une fresque du climat, les sensibiliser progressivement. J'ai commencé aussi, il y a de cela maintenant, on va dire 1 an et demi, on a imaginé, je les ai convaincus à créer une commission environnement avant que la loi vienne à un moment donné dire les sujets environnementaux vont être un sujet aussi du CSE. Et je voulais rebondir justement par rapport à ce qu'a dit tout à l'heure Stéphane. C'est concernant la loi, elle n'a pas donné de moyens supplémentaires aussi au CSE aujourd'hui. Ça, je voudrais vraiment le mentionner, c'est-à-dire que oui, il y a la loi, elle a fait rentrer un certain nombre de thématiques, mais je n'ai pas d'heures supplémentaires pour travailler sur ces sujets-là, je n'ai pas de moyens pour faire en plus. Ça, c'était un petit aparté que je voulais mettre. Et du coup, l'entreprise dans laquelle je travaille se considère aussi, par exemple, on est ISO 14001, on a intégré le Global Compact, mais au quotidien, c'est une décision, on va dire, stratégique. Mais dans la vie de tous les jours, mes collègues ne sont pas touchés, ne sont pas vraiment impactés. Alors, il y a quelques sensibilisations, et là, je rebondis sur Antoine Poincaré parce que je trouve ça super, parce que je fais aussi partie de la commission formation. Et pour moi, on présente, si vous voulez, le plan de formation sur 3 ans, et effectivement, il n'y a rien qui est en lien avec l'environnement. On ne va pas se dire, mais oui, les acheteurs, on va effectivement les sensibiliser à la façon dont ils vont sourcer leurs composants. Et j'ai trouvé votre intervention très intéressante. Mais du coup, Abdelkader, excuse-moi, Oui. je me permets d'intervenir, de te couper. Oui. Tu me disais, quand on a préparé l'entretien, qu'il y avait déjà dans une PME comme la tienne, Oui. par exemple, une jeune ingénieure de 28 ans qui avait quitté l'entreprise parce Complètement. qu'elle a travaillé aux études et que pour elle, ça lui allait pas qu'on n'intègre pas la notion de cycle de vie du produit quand on développait quelque chose. Alors, tu as entièrement raison. Donc, on a un bureau d'études, puisqu'en fait, on a 2 divisions, aéronautique et automobile, et elle travaille dans la partie aéronautique. Elle a fait des études d'ingénierie dans l'aéronautique, et puis, le Covid faisant, sa sensibilité aussi à l'environnement, elle a décidé de démissionner.
Et pour ces raisons-là, parce qu'effectivement, rien aujourd'hui dans le processus de conception, elle s'est dit qu'elle était très loin de ses valeurs actuelles. Alors pourtant, elle a fait des études d'ingénierie dans l'aéronautique, donc c'est vraiment délirant. Elle a 28 ans, elle nous quitte, et nous, on s'est posé la question, on s'est dit, mais est-ce la seule? Et il y en a d'autres d'ailleurs, hein. Alors pas nombreux, mais il y en a qui se posent des questions. En fait, ce que je découvre aussi, c'est qu'on peut être sensible à l'environnement et on arrive au travail et en fait, le monde du travail est totalement différent de ce qu'on vit à la maison, vous voyez. Et en fait, on a une sorte de, en fait, on est pris entre ces deux ruptures et il y en a, ils craquent et il y en a, ils se disent, non, je veux faire autre chose. Et du coup, pour moi, c'est important en tant que membre du CSE de veiller à ce que, on intègre progressivement ce genre de choses pour garder nos collègues, pour aller avec eux, pour travailler dans ce sens-là. Mais je me rends compte que le travail, il faut convaincre mes autres parties syndicales. Et puis, deuxièmement, il faut convaincre chacun de nous. Et c'est un gros travail, quoi. Alors, bien sûr. Abdelkader, Oui, vas-y. je me permets encore d'intervenir. Ouais. Toi, ton métier opérationnel, tu es responsable de l'amélioration, chef de projet en amélioration continue. Donc, tout ce qui est, c'est ton activité opérationnelle. Et tu vois le lien entre le lean et le green, et tu fais référence notamment à une thèse que je vais mettre dans le chat, un doctorant qui a fait une recherche sur le lien, dans quelle mesure on pouvait appliquer les principes du lean au green, et dans quelle mesure c'était peut-être l'occasion d'embarquer peut-être plus de monde. Mais je te remercie de parler de ça, parce que en vrai, on en avait un petit peu parlé. Moi, travaillant dans l'amélioration continue, donc dans l'industrie, alors c'est pas un gros mot, mais souvent un certain nombre dans différentes industries, le lean, l'amélioration continue, ça peut être vu négativement. Mais nous, ça fait partie de notre quotidien. Dans les ateliers, c'est vraiment le sujet, l'amélioration continue, le cycle gestion, etc. Et je me disais, mais en fait, on fait la chasse au gaspillage. Vous voyez, c'est vraiment un concept de Toyota qui date depuis longtemps. Et je me suis dit, mais comment finalement faire le lien entre ce qui me touche au quotidien? Moi, par exemple, il y a des emballages, il y a plein de choses, l'environnement, et l'amélioration continue, l'excellence opérationnelle. Et un jour, j'ai découvert que ce monsieur, Alain Fercoq, qui avait travaillé là-dessus. Et du coup, moi, aujourd'hui, j'essaie de convaincre les responsables de production. Alors, en leur amenant un petit peu, en infusant discrètement, parce qu'on fait du lean au quotidien, cette thématique environnementale. Donc, par exemple, c'est très simple, mais une des premières actions juste après le Covid, ça a été, comme les ateliers étaient moins utilisés, qu'on éteignait les machines. Vous voyez, impact environnemental, énergétique. Hop, là, on a fait du green, on a fait du lean, c'est super. On a demandé aussi aux gens, puisqu'en fait, on avait une baisse d'activité, de se concentrer sur comment on pouvait réduire un certain nombre d'impacts énergétiques ou emballages. Et ce lien aujourd'hui, il n'est pas totalement fait. En fait, il y a quelques entreprises qui se sont lancées là-dedans, mais oui, je produis, mais je dois aussi prendre conscience de mon impact environnemental. Je dois prendre aussi en production. Et du coup, je peux toucher finalement des gens en production qui aussi potentiellement ont la fibre environnementale. J'en connais quelques-uns, moi, dans l'entreprise dans laquelle je travaille, qui se disent comment ça se fait qu'on emballe autant on fait des rétroviseurs, dans autant de cartons, autant d'emballages plastiques, autant de, vous savez, l'emballage bulles, comment on peut faire évoluer la chose. Et je trouve cette réflexion intéressante, donc je me dis, eux aussi, progressivement, on va pouvoir les embarquer. Mais c'est un travail de tous les jours, du coup, le CSE d'un côté, et puis mon métier autour de l'amélioration continue, où on essaye de leur apporter en tout cas cette fibre. Et dans un premier temps, c'est la gestion des déchets, mais ça peut être plein d'autres choses, hein. Bien sûr, les emballages, ça peut être… il y a un autre thème, c'est la logistique, hein. Faut pas oublier que c'est un gros impact aussi, la logistique. Voilà. Je voulais rebondir, donc… pardon. Abdelkader, Oui. Excuse-moi, je ne trouve plus le lien vers la thèse. Donc, si tu peux la mettre dans le chat, Oui, comme je l'ai oui, promis, ouais, n'hésite pas. Mais bon, je te laisse continuer. Ouais. Du coup, voilà, c'était ces sujets-là que je voulais évoquer principalement. Pour
pour moi, aujourd'hui, là où je bute, même si la loi est en train de faire évoluer les choses, c'est que entre la décision stratégique d'une entreprise et réellement ce qu'on vit au quotidien, en fait, il y a un grand écart. Et tout dépend de la maturité de l'entreprise, tout dépend comment les dirigeants aussi l'infusent. Du coup, voilà, ça c'est pour moi le sujet principal aujourd'hui. Même si au travers de la commission environnement, j'arrive à les embarquer, puisqu'on a fait par exemple le challenge mobilité, on a déjà évoqué ça dans un autre webinaire, mais on fait venir par exemple des repas, des food trucks locaux, on fait venir aussi des légumes du coin de producteurs locaux. Et tout ça va participer progressivement à faire prendre conscience à l'ensemble de nos collègues. Mais ça ne change pas dans le travail au quotidien. C'est pour ça que je rebondis encore sur Antoine Poincaré. C'est la formation, c'est le cœur de nos actions aussi des fois. Parce que, au-delà de la formation, il y a toute une partie de sensibilisation. Je vais donner quelques exemples. Par exemple, l'éthique au travail, vous savez, ça fait partie de la sensibilisation, mais ça va faire réfléchir les gens sur, par exemple, les ODD, du Global Compact, sur, par exemple, aussi, on parlait de la conception, du cycle de vie, on peut sensibiliser les gens à se dire, mais est-ce que je peux travailler différemment, sur la qualité de vie au travail aussi, hein, vous voyez, c'est tous ces thèmes qui font que aussi, au-delà de la formation, on peut faire aussi tout un apport de sensibilisation progressivement pour faire émerger cette conscience à tous et aller vers de belles choses. Voilà. Abdelkader, alors Christine, je te passe la parole, mais je fais une petite relance à Abdelkader. Donc c'est de la sensibilisation, c'est de la formation, c'est aussi de la revendication. Et on est dans un sujet donc sur les transitions environnementales. Et vous, par exemple, au niveau des revendications, vous allez plutôt axer vos revendications sur ce registre-là. Par exemple, les syndicats les syndicats représentatifs vont l'apporter potentiellement, c'est de dire on veut nous un abonnement à 100% sur les mobilités, sur les trajets collectifs, en train, plutôt qu'un forfait mobilité durable. Là, c'est la meilleure façon d'engager un maximum de monde pour dire ben voilà, on vous prend à 100% l'abonnement à votre transport collectif. Ça, c'est un axe de revendication fort. Oui, complètement. Là, tu mets le doigt sur un truc. Parce qu'effectivement, au NAO, chaque année, les NAO ont lieu. Moi, comme je ne suis pas majoritaire, je ne participe pas, même si mes collègues viennent me consulter, etc. Et je voulais refaire monter finalement tout ce qui est lié au transport et à la mobilité en haut du panier du top 3, on va dire, des négociations. Ça n'a pas été le cas l'année dernière. Mais oui, parce que en fait, comme on donne une prime pour ceux qui ont une voiture, hein, pour utiliser leur voiture, moi, ça fait 20 ans que je prends le train et j'ai que la moitié de mon abonnement remboursé. Donc, on s'était dit, mais travaillons là-dessus, faisons en sorte de revendiquer l'intégralité, par exemple, la prise en charge totale, qui représentait vraiment même pas 2% de la somme totale des sommes émises pour la prime transport, hein. Pour ceux qui décident de prendre, par exemple, le transport en commun, le train, le TER, etc. Donc, au lieu d'être une prise en charge à 50%, on veut la prise en charge à 100%. Voilà, c'était une première étape, se dire, en fait, là, c'est un signe fort. L'entreprise, c'est-à-dire que elle participe au changement climatique en favorisant nos salariés, nos collègues, à se dire je peux venir différemment parce que en fait, je suis pris en charge intégralement. Voilà, c'est ce genre de combat qu'on va essayer de porter, en tout cas en 2022, au prochain NAO. En tout cas, j'essaie de convaincre mes collègues pour qu'elles se soient au top et pas forcément, parce que souvent c'est négociation salariale, on veut 4%, puis finalement le patron il donne que 1%. Et puis on parle rarement de la formation, on parle rarement de l'égalité homme-femme. C'est vraiment d'abord le pouvoir d'achat, le pouvoir d'achat, le pouvoir d'achat. Et on fait fi d'un grand nombre d'axes qui sont quand même très importants dans les NAO. Merci Abdelkader. Alors, je passe la Christine. Je te réactive le micro. Vas-y Christine. Ça se réactive.
Voilà, excusez-moi. Genre, je veux juste faire une remarque là-dessus, ça m'a paraissait intéressant ce qui était dit sur la façon dont on peut faire, parce qu'en fait, on n'a pas toujours des solutions à tout, en fait, notamment, je pense au cœur de métier. Voilà, il y a des contradictions difficiles à résoudre, effectivement, quand on est dans une entreprise digitale, comment réduire son impact sans se tirer une balle dans le pied par rapport aux concurrents, etc. Et donc, je trouve que le rôle qu'on peut avoir, c'est de faire avancer la connaissance aussi et les solutions et d'aider à les inventer. Et notamment, nous, l'INA, où on est en même temps centre de formation et acteur, par exemple, de l'archivage, moi, c'est vraiment quelque chose que, là, à titre professionnel, j'ai envie de faire avancer, dire, est-ce qu'on peut proposer des formations, mais est-ce qu'on peut aussi faire avancer la réflexion en créant des échanges entre les professionnels et pour trouver peut-être des solutions quand c'est possible. Donc, je trouve qu'il y a vraiment tout un champ aussi d'exploration de ce côté-là dans notre action dans les entreprises. C'est de faire évoluer les pratiques. C'est un peu comme fait Abdelkader aussi sur son domaine d'activité. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je trouve que c'est intéressant d'être partie prenante pour faire avancer aussi les solutions. Voilà. Merci Christine. Alors, il nous reste 20 minutes. Antoine, Stéphane, Sophie, n'hésitez pas à rebondir. Enfin, qui veut prendre la parole? Stéphane, il y a peut-être une question qui concerne directement Orseux. C'est une question de Pascal Fabre sur des exemples de thèmes ou de questions à évoquer lors des infoconsultes en CSE. Alors, face à des employeurs qui sont un peu secs, comment un peu leur faire en gros, comment les faire percuter sur le sujet, quoi. Ouais. Il y a peut-être, pour commencer, il me semble, d'abord à interroger les directions d'entreprise lors de ces informations consultations sur aujourd'hui comment la transition écologique et climatique est-elle prise en compte dans l'entreprise, par l'entreprise. En particulier, est-ce qu'il y a des bilans d'émissions de gaz à effet de serre qui ont été réalisés? Est-ce que c'est suivi? Est-ce que ça fait partie des indicateurs ou pas de pilotage de l'entreprise, hein? Parce que l'enjeu, c'est quand même ça aussi, c'est que petit à petit, parmi les indicateurs de pilotage de l'entreprise, mais aussi parmi les indicateurs que le CSE va suivre, au-delà des indicateurs économiques et sociaux qui sont classiques, il va y avoir des indicateurs écologiques au sens large, hein. Alors, j'insiste beaucoup sur la décarbonation parce que c'est la grosse urgence, mais il peut y avoir aussi d'autres sujets, hein, l'impact sur l'environnement. Il y a des entreprises qui sont très sensibilisées à ça depuis très longtemps, hein. C'est toutes les entreprises qui sont Céveso, par exemple, qui ont une culture, hein, déjà développée depuis très longtemps sur le lien entre l'activité de l'entreprise et l'environnement. Alors, il y avait une question d'ailleurs de Franck-Henri sur ça, le lien entre transition et protection et santé au travail, environnement et santé au travail. Et vous pouvez préciser Excuse-moi, Stéphane, non, il y avait une intervention dans la salle de Franck-Henri qui faisait le lien qui s'interrogeait, qui faisait les liens entre les enjeux environnementaux et la prévention en santé au travail. Oui, alors, ce qui est clair dans la loi, c'est qu'on parle d'impact environnemental, donc c'est très large, hein. Donc, à la fois, on parle d'enjeux de transition climatique, donc de décarbonation, hein, et on parle aussi d'interaction avec l'environnement, sur la biodiversité, etc. etc. Il n'y a pas grand-chose de prévu aujourd'hui en tant que tel, hein, sur les enjeux de santé au travail, sauf sur des entreprises qui, comme je le disais, historiquement, ont dû se poser des questions à cause de la dangerosité de leur activité. Rodolphe, on t'entend pas. Ouais, bon. Merci Stéphane, entendu. Alors, question ouverte, qui veut répondre là-dessus? C'est un peu sous-jacent, c'est le côté, quid des risques un peu de fracture? On parle d'engagement, même, il ne s'agit pas de dire que tout le monde est d'accord, hein, mais en tout cas de tout le monde se sentir concerné et de mettre sur la table un peu les échos des uns et des autres, les visions des uns et des autres.
quid du risque de clivage qu'il peut y avoir entre cadres et non-cadres, entre des filières sacrifiées, par exemple le charbon dont tu parlais Stéphane, et des filières qui vont avoir le vent en poupe. C'est quoi les conditions éviter justement ces risques de fracture et de tension que ça peut créer au sein des collectifs de travail? Qui veut répondre là-dessus? Moi, je peux y aller. Antoine, ouais. J'aurais probablement pas de réponse magique, mais ça dépasse beaucoup le monde du travail. C'est-à-dire que ce risque du fracture, nous, on le voit autour de nous dans les familles. Tu vois, tu as des jeunes et des parents qui s'engueulent et chacun étant persuadé d'avoir un peu la source de vérité unique et que l'autre est d'une génération qui n'a rien compris, qui n'est pas dans les bons codes. Ça va être vrai, tu as raison, entre les filières qui gagnent et les filières qui perdent. Je pense que c'est majeur. Je pense que c'est un truc qu'on laisse de côté complètement dans la réflexion. En ayant une lecture, et après tout, c'est normal parce que chacun le voit avec son prisme, un peu, disons, bureaucratique du truc, tu vois. On se réunit, on fait des COP, et puis on décide de règles qui descendent à l'entreprise, les règles de l'entreprise, voire des filières qui descendent aux entreprises, qui descendent aux collaborateurs. Je pense qu'il y a un sujet de continuum social, un peu, au sens très très large, et pas seulement en social du travail, sur lequel évidemment les organisations syndicales auront un rôle à jouer, mais ça ne va pas être les seuls, quoi. Il faut éviter. Moi, par exemple, je suis quelqu'un qui a fait un peu sa transition en arrivant dans ce métier-là. Tu vois, j'y connaissais pas grand-chose il y a un an. Je parle environnement, transition, nécessité. Bah, c'est un chemin, quoi. Et la société, elle bouge, mais tout le monde ne bouge pas au même rythme. Et je pense que de manière générale, il y aura une prime à l'inclusion, c'est-à-dire à éviter d'aller cliver, d'aller fracturer, et qu'il y aura une prime à la non-assertivité. C'est-à-dire, quand tu vois la vitesse à laquelle la régulation change, les certitudes scientifiques changent sur le sujet, bah, il y a intérêt à être. Tout le monde a intérêt à être un peu plus au conditionnel, un peu plus ouvert, je dirais, à mesure qu'on dit des choses, qu'on ne l'est probablement aujourd'hui. Donc, désolé, ce n'est pas une réponse magique, mais je pense que tu as raison. C'est l'éléphant dans la pièce qu'on a pour l'instant un peu mis sous le tapis. Alors, comment ça vous parle, Christine? Je t'ouvre le micro, ça fait vraiment. Hop. Oui, je me dis en écoutant ça que oui, c'est certainement quelque chose à vraiment prendre en compte. Je suis tout à fait d'accord pour ne pas être trop assertif. C'est vraiment pour moi très important. Mais je me dis qu'on a un rôle à jouer par rapport à aussi la gestion des compétences, justement. Essayer d'avoir cette vision un peu à long terme, même si c'est très difficile, hein, et que cet accompagnement-là de l'évolution des compétences des métiers existants et d'essayer d'accompagner ça au mieux. Alors, moi, je parle aussi en tant que responsable pédagogique, donc organise des formations, mais c'est avec les différentes casquettes qu'on peut avoir dans une entreprise, être dans cet accompagnement-là et dans cette écoute. Je pense que c'est ce qui est important et c'est notre responsabilité. Là, pour le coup aussi, sur le plan syndical, et aussi d'inciter les entreprises à avoir cette vision-là, pour que on n'ait pas l'impression que c'est quelque chose qui est réservé c'est des questions qui sont réservées à des nantis et que les autres, voilà, derrière, c'est vraiment combiné. Ce que je disais tout à l'heure, c'est ce souci d'embarquer tout le monde dans l'aventure, quoi. Mais c'est effectivement, il n'y a pas de solution toute faite. C'est vraiment, je suis d'accord que c'est un chemin et que ces idées, moi, je les ai vues progresser en interne ici chez nous, par exemple, au cours des 3-4 dernières années. Elles ont effectivement progressé et voilà, je pense qu'en essayant d'embarquer tout le monde dans la réflexion et dans l'élaboration des solutions, c'est peut-être une façon de prévenir ce risque de rupture, de fracture. Bien sûr, on ne m'entend pas et on me entend. Qui veut Sophie, Stéphane, Abdelkader? Non? Il faut activer ton micro, Abdelkader. Ouais, si, mais moi, c'est vrai que on peut ressentir une rupture, en tout cas, entre déjà entre les cadres, ceux qui ont fait principalement ceux qui sont un peu plus éduqués, bac+5, et les ouvriers, on voit vraiment une différence d'approche. Moi, par exemple, c'est des sujets qui sont pas abordés de la même façon. Et souvent, les gens dans les ateliers, en fait, vont avoir des problématiques qui sont, par exemple, quelque chose de significatif pour moi. Ça a été, on a fait venir des légumes bio.
Et ils m'ont dit, mais c'est trop cher. On peut pas. Donc moi, j'avais pas pris conscience en fait de cet impact aussi finalement social et cette justice sociale par rapport à un effort qu'on voulait faire en se disant, bah, on avait des pommes de terre, on avait 10 kilos de pommes de terre pour 8 euros. Et il y a un monsieur dans l'atelier qui est venu qui m'a dit, mais en fait, moi, je les ai à 2,50 €. Et j'ai fait, ben oui, mais enfin, c'est pas la même qualité, celles-ci, elles sont bio. Donc c'est là où je me suis dit, en fait, oui, il y a aussi à accompagner cette justice sociale. Voilà. C'est attention de ne pas se dire, oui, on veut faire de l'environnement et en fait, derrière, tout le monde ne peut pas y aller. Et donc, on va en perdre sur la route et plein. Voilà. Et Et ça m'a fait vraiment peur. Je me suis dit, oui, enfin, je me suis dit, bah, tu es vraiment idiot de ne pas avoir pris en compte ça dès le départ. Mais voilà. c'est le défi de votre syndicat, Abdelkader. Complètement. Mm. Ouais. Du printemps écologique, on est vraiment là-dedans aussi, oui. Entendu, c'est la problématique qui se pose au syndicat historique. Oui. Antoine, ouais. Ouais, moi là-dessus, alors à nouveau, pardon, hein, je suis un peu le béotien du monde syndical, mais en parlant en boîte et en voyant émerger ces autres organisations que sont les collectifs de collaborateurs engagés hors syndicat, moi je me dis qu'il y a un truc, qui sont notamment regroupés dans cet asso qui s'appelle les collectifs, je trouve qu'il y a un truc à jouer sur quels sont les acteurs qui recréent du lien social, justement. Est-ce que c'est uniquement les acteurs historiques? Est-ce qu'émergent à côté ces autres organisations? Comment les deux se parlent? Comment ils se nourrissent? Je trouve que c'est un vrai enjeu. Ah, justement, bah, ça c'est une autre question que je voulais vous poser. Enfin, un petit tour. Bah, on perd Sophie. J'aimerais bien qu'on puisse entendre Sophie quand même. Justement, les acteurs, la lisibilité des acteurs, elle n'est pas super évidente entre des élus non syndiqués, enfin syndiqués, mais des syndicats non représentatifs qui sont en émergence, comme Abdelkader avec le printemps écologique, des élus absolument pas syndiqués qui vont s'engager, qui sont vraiment, qui ont des convictions sur le sujet, des salariés qui ne sont pas du tout militants, mais qui sont militants syndicaux, mais qui vont s'engager dans des collectifs, etc. Mais ces collectifs, on ne sait pas dans quelle mesure ils sont sponsorisés entre guillemets par les directions, entre guillemets pour qui ils roulent, hein, avec quelle ambition, avec quel lien avec les syndicats. Cette cartographie, elle n'est pas très claire, Stéphane, non? Et dans quelle mesure, en termes de dialogue social par rapport au dialogue social historique, c'est des choses qu'on va peut-être baliser petit à petit. Stéphane? Oui, il y avait Abdelkader qui voulait prendre la parole, mais bah, aujourd'hui, c'est quand même des émergences qui restent marginales. Hein. Donc, il y a des mouvements de citoyens, il y a tout ce que vous évoquez, il y a la société civile qui bouge. Les syndicats, les syndicats historiques restent quand même très, très présents dans la vie des entreprises et surtout des grosses entreprises. Hein. On va retrouver un niveau de syndicalisation beaucoup plus faible, évidemment, dans des entreprises de plus petite taille. Je ne pense pas qu'il faut les opposer. Ils ont une histoire, ils ont un savoir-faire. On ne devient pas syndicaliste et jour au lendemain. La question, c'est comment ils intègrent, comment se font les échanges et comment la société civile va aider les syndicats à se transformer, comment les syndicats vont accepter l'arrivée de ces gens de cultures différentes. Stéphane, attends, Abdelkader, je te passe la parole tout de suite après, mais excuse-moi, Stéphane, je te relance, précise ma question. Je ne parle pas de la société civile au sens large, je parlais au sein des entreprises dans lesquelles vous intervenez. Par exemple, vous avez l'approche classique avec le CSE, avec les organisations syndicales. Imaginons que vous intervenez dans une entreprise où il y a un collectif spontané de salariés qui s'est constitué pour pousser, comme l'expliquait Christine, des sujets environnementaux. Etc. Dans quelle mesure ça complexifie, entre guillemets, la cartographie de l'ingénierie sociale qu'il va falloir mettre en œuvre pour déboucher sur des choses effectives, non? Ou pas? Ou ça l'enrichit peut-être? Oui, je pense que ça l'enrichit. On n'a pas beaucoup d'exemples aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de recul là-dessus. Peut-être que Christine a plus de pratiques. Ben, je vais ouvrir et Abdelkader, je ne t'oublie pas. Oui, il n'y a pas de souci. Christine. Oui, c'est bon, Christine. Oui, c'est bon. Attends.
Et on Oui, m'entend là, voilà. Oui, non, non, c'était dire qu'effectivement, c'est un enjeu, c'est quelque chose qui nous a auquel on a été confronté en direct. Et je pense que l'enjeu, c'est d'intégrer pour un syndicat, parce que moi, j'ai un peu les deux casquettes. C'est pour ça que c'est intéressant, je pense, de dire ça. L'enjeu, c'est vraiment, on sait que ces collectifs existent, et l'enjeu, c'est justement de les intégrer, je pense, et c'est ce qui se fait un peu déjà. Enfin, chez nous, en tout cas, la CFDT, c'est déjà fait pour le pacte du pouvoir de vivre, etc. C'est plutôt que de se dire voilà, toutes les bonnes volontés sont bienvenues. Il faudrait dans l'idéal dépasser on sait qu'on n'est pas dans un monde idéal, mais ce serait de dépasser ces clivages-là, de ne pas se diviser puis d'y aller ensemble. Alors je pense que ça demande cette ouverture-là et qu'il faut vraiment l'avoir quoi aujourd'hui. En effet, je te rejoins Stéphane, je trouve que oui, les syndicats historiques, ils ont quand même ne serait-ce que la connaissance des mécanismes qui existent dans les entreprises, de la façon dont se fait le dialogue social. Nous, quand on est arrivé, enfin moi je me m'inclus dedans parce que dans ce domaine-là, j'étais un peu novice. Quand on est arrivé en tant que groupe de salariés, on n'avait pas ces leviers-là. C'était difficile. Sans le syndicat, c'est difficile de les activer. On ne sait pas trop par quel bout attraper les choses. Donc on a vraiment à s'appuyer les uns sur les autres. L'énergie d'un côté, la connaissance des leviers d'action de l'autre. Et puis pour parler juste de la justice sociale, là, nous, comme on gère le restaurant d'entreprise, c'est vrai que la question de mettre plus de bio, par exemple, dans le restaurant, oui, et de faire donc peut-être des repas plus chers. L'idée, c'est évidemment pas qu'il y ait des plateaux à deux vitesses, par exemple, et que les gens qui ont de l'argent mangent mieux que ceux qui en ont pas. Donc, c'est un vrai enjeu à calculer, et ça, il y a des gens qui ont réfléchi à tout ça. On avait travaillé avec les groupements des agriculteurs bio d'Île-de-France. Il y a des réflexions autour de ça. Je le dis juste pour info, pour ceux que ça intéresse. Le GAB fait beaucoup de réflexions sur ça. Voilà. Merci Christine. Merci Christine. Et ouais, alors là, par contre, hop. Oui, Abdelkader, excuse-moi. Oui, moi je voulais intervenir parce que c'est un peu comme ça que le printemps écologique est né, c'est que effectivement la seule façon de pouvoir s'adresser des fois à des directions, c'est d'être le représentant des salariés. Et alors bien sûr, on peut mettre des collectifs à côté, on en avait, mais en fait le vrai impact où ils sont obligés de vous recevoir une fois par mois ou une fois tous les 2 mois en fonction de votre représentativité, et ben c'est le seul moment de dialogue social, à part si effectivement la direction décide d'ouvrir ce dialogue social. Et du coup, c'est pour ça aussi, enfin voilà, je voulais attirer l'attention, c'est que les collectifs, ça peut marcher, mais à un moment donné, ceux qui vont être capables d'aller négocier dans les NAO, c'est uniquement les syndicats. Mais ce qui est intéressant dans votre cas, c'est que vous travaillez un peu derrière le rideau. Ouais, vous êtes le cabinet environnemental des syndicats FO et CGT de Vision Système. C'est ça. Alors, Sophie essaye de nous rejoindre. Excusez-moi, là, je vous raconte ma vie avec Sophie pour qu'elle monte sur scène, mais ça. Juliette. Mais même Juliette ne monte pas sur scène. L'invitation est en attente. Donc, je ne comprends pas pourquoi. Donc. Ça ne marche pas, me dit-elle en off. Donc, je crois qu'on va devoir renoncer lui l'heure. Bon, c'est malheureusement le cas. Alors, moi, il y a question ouverte, hein, et un peu, ça sera un peu une conclusion synthèse. On arrive à l'issue de notre direct. Dans quelle mesure vous voyez, enfin, on est tous un peu, on le voit dans vos interventions, c'est des stratégies, des petits pas, on tâtonne, etc. On avance progressivement, mais dans quelle mesure il y a quand même un hiatus par rapport à l'urgence qui est affichée, et dans quelle mesure cette contradiction elle n'est pas super lisible pour un salarié dans une entreprise de voir un peu ce hiatus qui est entre les deux et pour engager dans de l'action. Ça sera un peu la piste que je vous propose en conclusion synthèse. Christine, cette stratégie des petits pas, dans quelle mesure il faut peut-être aussi être un peu plus proactif. Oui, non, c'est sûr que ça, c'est une des grosses difficultés. Il faut le temps que les idées avancent et en même temps, il y a urgence. Donc ça, je trouve que c'est une contradiction difficile à résoudre. Je pense qu'il faut agir partout où on peut, quoi. Et tout de suite sur les petites choses, parce que c'est des choses qui sont faciles, donc il faut les faire sans trop hésiter. Et puis sur le reste, il faut continuer à travailler au corps tout ce qui peut l'être pour faire avancer les idées plus complexes. Mais effectivement, faut se dépêcher quoi maintenant, et on n'a plus trop le temps
et voilà, moi voilà, j'ai vraiment encore j'ai envie d'y aller. Il faut y aller, faut s'engager, il faut y aller. Faut pas hésiter, quoi. Voilà. Je vais vite parce qu'il faut y aller vite, mais c'est vraiment un enjeu important, c'est vrai, l'urgence. Merci pour le message, Christine. Là, il faut que je coupe le micro de Christine. Merci, Christine, mais dès lors que ton micro est ouvert, ça devient compliqué. Alors, peut-être que Sophie, nous allons t'entendre, Sophie. Non. Bon, bah, c'est vraiment dommage. Rodolphe, pour conclure, je reprendrai bien ce que dit Christine sur le fait Stéphane. de s'investir un peu tous azimuts. On dit qu'un tiers de la solution est à la main des comportements individuels. C'est-à-dire, par exemple, changer de comportement alimentaire, utiliser des moyens de transport collectifs, moins polluants, etc. Et 2 tiers sont liés plutôt aux entreprises et à l'espace pouvoir public. Donc, on voit bien qu'il faut s'engager à titre individuel dans les entreprises, à travers les CSE entre autres, puisqu'ils ont des prérogatives et que la loi leur donne cette faculté également, et dans le champ politique également pour peser sur les décisions collectives. On ne peut pas... alors, idéalement, il faut peser dans les 3 et il faut être actif partout où on peut. Donc, je rejoins vraiment ce que dit Christine là-dessus. Je n'ai pas d'autre solution à titre personnel que d'essayer d'agir sur ces 3 lieux de champ, sur ces 3 champs. Et pour reprendre aussi ce que dit Antoine, continuer à expliquer les enjeux de cette transition. On parle très injustement de sauver la planète. Ce n'est pas la planète qu'on veut sauver, c'est l'espèce humaine. Donc c'est nous. Et ça devrait nous motiver. Voilà, je crois qu'il y a quelques évidences à rappeler pour arriver à une vision partagée. Et Antoine l'a bien dit, dans les familles, les gens ne sont pas les mêmes points de vue. Des fois, ça se tape un peu dessus. Et à Noël, à mon avis, ça va être bien comme il faut également. Il y a un enjeu à dessiner ensemble un futur collectif désirable pour tout le monde, quoi. Donc, je termine par une conclusion un peu plus politique. Mais, parfait. Merci, Stéphane. Ensemble. Merci, Stéphane. Abdelkader, un petit mot de conclusion? Je te passe la parole, Antoine. Non, mais je partage complètement ce qui a été dit. Je pense qu'il faut qu'on avance. En tout cas, moi le premier, je suis engagé pleinement au quotidien. Et il faut y aller. Voilà. Et je suis très heureux de voir qu'il y a autant de personnes qui s'accaparent ces sujets-là. Voilà, je pense qu'on sera de plus en plus, de toute façon. Voilà, merci. Merci à toi, Abdelkader. Antoine, alors... Ouais, je vous invite, pour reprendre le chiffre de Stéphane, qui est passionnant, à regarder cette étude qui l'explique bien, qui s'appelle « Faire sa part » de Carbone 4. Ce que je dis avec d'autant plus de plaisir que sur certaines de nos activités, ils sont un peu concurrents. Mais l'étude est vraiment très bien faite et dispo sur Internet. Oui, il faut agir un peu partout. Il y a eu beaucoup dans le chat des discussions un peu de rapport de force, en tout cas de savoir de quoi on parle. Et honnêtement, moi, ce qui me frappe, c'est que sur ce à quoi on peut contribuer individuellement, honnêtement, assez vite, on a compris. C'est intéressant, on prend les ordres de grandeur, mais voilà, on voit ce que représentent les transports dans nos vies. Enfin, faire son bilan carbone en ligne, c'est génial parce qu'on voit les gros blocs. Ce que doivent faire les boîtes, les pouvoirs publics, les corps intermédiaires, c'est un sujet beaucoup plus compliqué et qui va demander des années de formation en réalité si on veut être un peu au niveau. Donc la route est pas droite, mais la pente est raide. Donc ça fait quand même 2 bonnes raisons d'y passer un peu de temps et de se concentrer sur le sujet. Si vous voulez avoir une discussion éclairée avec n'importe quel dirigeant d'entreprise demain, va falloir bosser un peu pour pas se faire embrouiller parce que c'est assez facile d'embrouiller le problème dans l'autre sens. Merci Antoine. Désolé Sophie, ça aurait été un plaisir de t'entendre en synthèse pour voir un peu dans quelle mesure ça t'avait inspiré au regard de ce que tu vois, etc.
C'est dommage, ça sera pour une prochaine. Merci à Abdelkader et merci à Christine pour vos témoignages vécus de, voilà, de votre bâton de pèlerin, entre guillemets, sur le terrain. Et donc, merci à AXA et à Orse Ethics d'avoir coporté cette matinée avec un éclairage complémentaire, avec la formation du côté d'AXA et du côté de Orse Ethics. On fait bien le lien avec la gestion des compétences, etc. et les prérogatives des élus, hein, et des CSE en la matière sur le développement des compétences et sur la GEPP, un vaste sujet et un levier d'action pour engager les salariés, pas simplement sur les éco-gestes qui sont importants, mais également sur le fond du modèle d'activité de l'entreprise et sa stratégie de décarbonation. Donc, merci à vous dans la salle de votre participation. À bientôt, synthèse à suivre la semaine prochaine et n'hésitez pas à participer à notre direct de jeudi prochain, le 9, sur un tout autre sujet, c'est sur les accords de performance collective gagnant-gagnant. Et le 17 décembre, on a un direct sur la problématique du logement des salariés. Un sujet très intéressant et sociétal, mais qui concerne là aussi, pour le moins, les élus, les parties prenantes de l'entreprise. Donc, merci à vous, bonne journée et synthèse à suivre. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.